Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. J'avais un prof qui était data scientist, qui travaillait pour un institut médical. Il aidait des médecins à créer un algorithme pour détecter les cancers, donc à partir de radio. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire en fait. C'est incroyable de pouvoir faire ça avec des données, de construire ses propres algorithmes et de donner un sens à sa vie. L'avènement du big data a propulsé un peu la data science devant, parce que tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup de données. Typiquement des boîtes comme des Google, des Facebook ou des choses comme ça, ont des tonnes d'informations et ils se sont retrouvés avec des problématiques on n'arrive plus à interpréter ces données-là. Moi j'aime bien dire qu'on fait parler les données, parce qu'on a des données qui parfois ne veulent un peu rien dire pour tout le monde, quoi. Et le but c'est de leur donner un sens et de les faire s'exprimer. Pour moi, il y a effectivement une idée de modèle prédictif derrière le travail de data scientist, mais aussi tout un background de statistiques. Comme on le dit souvent, la donnée c'est l'or noir du XXe siècle aussi, quoi. Donc si on n'arrive pas à exploiter cette donnée, on va perdre l'avantage face à la concurrence et il y a une sorte de prise de conscience collective qui est en train de se faire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Maure Mango, je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de data scientist au microscope. Les entreprises produisent une quantité astronomique de données. Être capable de les analyser et les valoriser représente un enjeu crucial et un avantage compétitif indéniable. Et justement, quand on exerce le métier de data scientist, on est au cœur de l'analyse et des prédictions apportées par la donnée pour prendre des décisions business. De la collecte de la donnée à la mise en place des algorithmes ou encore à la communication des résultats, parfois à des néophytes, nous avons invité 3 professionnels pour parler de leur métier. Alexandre Chouraki est Data Analytic Manager chez Dream, Erwan Joss est Data Scientist chez Business et Décision et Ismaël Katoum est Data Scientist pour le groupe TF1. Alors êtes-vous prêts à tout nous révéler sur la data science ? C'est parti. Allez. Très bien. On commence avec Alexandre. Tu travailles chez Dream en tant que manager dans la data. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton entreprise et le poste que tu exerces ? Dream, c'est une entreprise qui est centrée sur le sommeil. C'est une start-up qui a maintenant 6 ans, je crois. Et de base, la boîte a commencé un peu comme une version miniature de ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc, une mesure du sommeil hyper précise avec des électrodes qui va permettre de détecter tout un tas de choses, mais en substance de vous dire dans quelle phase de sommeil vous êtes à tel moment, est-ce que vous rêvez, est-ce que vous êtes en sommeil profond, et si vous avez des pathologies du sommeil. Dream a été fondé vraiment sur la promesse de répandre une trouvaille de neurosciences, et cette trouvaille de neurosciences, c'est ce qu'on appelle les bruits roses, donc des bruits qu'on diffuse en sommeil profond, et qui permettent aux gens d'avoir un sommeil plus réparateur. Et derrière, c'est quelque chose qui marche pour certaines personnes, marche moins pour d'autres. La boîte a pas mal évolué en se centrant toujours sur le sommeil, en allant dans des domaines plus de thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie. Et ton métier ? Et moi, mon travail, c'est de mesurer l'impact du produit et des décisions qu'on prend au quotidien. Donc ça va de montrer que le produit est efficace, quantifier à quel point est-ce que les gens dorment mieux maintenant qu'ils l'utilisent selon un certain nombre de critères. Est-ce que vous vous réveillez moins ? Est-ce que vous avez un sommeil qui est moins fragmenté, qui est plus reposant ? Ça passe aussi par un rôle de tour de contrôle en interne pour s'assurer que les décisions sont pertinentes et rationnelles. Donc ça va aller de cette campagne marketing que j'ai lancée pour la Saint-Valentin, combien de personnes est-ce que j'ai touché et combien est-ce que j'ai payé pour les avoir et combien de ventes j'ai généré. Ça va de cette fonctionnalité pour détecter l'apnée du sommeil qu'on a lancée. Est-ce que les gens sont contents ? Est-ce qu'ils l'ont adopté ? Est-ce qu'ils sont engagés avec ? On a cet essai clinique qu'on est en train de préparer. Comment est-ce que je fais pour sélectionner des sujets qui soient pertinents dans le cadre de l'essai clinique ?
Oui, donc tu interviens vraiment sur différents secteurs à l'intérieur même de l'activité de l'entreprise. Ismaël, toi, tu travailles pour le groupe TF1. Alors, je vais te demander de présenter l'entreprise, même si on la connaît un peu tous, et nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu y fais concrètement ? Alors, en quelques mots, le groupe TF1, donc c'est l'un des leaders européens, voire mondiaux de l'audiovisuel. Moi, je suis au sein d'un trading desk et donc je gère les campagnes publicitaires programmatiques du groupe. Donc, ce que je fais concrètement, je crée des algorithmes qui vont me permettre de remplacer les décisions que font les traders manuellement. Donc, les traders, lorsqu'ils gèrent des campagnes publicitaires, ils vont avoir à faire tout un tas de décisions au quotidien. Et moi, je crée des algorithmes qui vont remplacer ces décisions-là, qui vont remplacer ce travail-là. Et en fait, donc, on va s'appuyer sur des données, des analyses de données en temps réel, de prédictions, etc. Et donc voilà, donc je crée et j'optimise ce genre d'algorithme. Et Erwan, toi, tu travailles en cabinet chez Business et Décision. Est-ce que tu peux nous présenter ce cabinet et nous dire quel est ton poste ? Ouais. Du coup, Business et Décision, c'est une boîte qui a un peu moins de 30 ans et qui est une ESN, une entreprise du service numérique. Donc son objectif, c'est vraiment d'accompagner ses clients sur tout ce qui est data. Donc nous, on est vraiment des spécialistes de la data et on va aller de l'ingestion de données jusqu'à la valorisation et la restitution de celle-ci. Et moi, j'interviens sur la partie data science. Donc en tant que consultant, on a plusieurs grandes missions. Ça va être d'intervenir chez des clients pour renforcer leur équipe, pour les intervenir ponctuellement, pardon. On va être aussi sollicité pour les former sur une techno qu'ils ne connaissent pas, par exemple, pour les faire monter en compétence sur tel ou tel algo. Et on va avoir une troisième mission qui va être aussi de faire du conseil. Donc typiquement, je sais pas, le groupe TF1 qui va venir nous demander de leur porter conseil via notre expertise sur différentes technos, sur différents programmes, pour mettre en place, je sais pas, un nouveau moteur de recommandation, pour intervenir sur telle ou telle problématique. Alors, avant toute chose, et avant de se plonger dans le cœur de votre métier, je vais demander un truc qui est pas évident, enfin peut-être pour vous d'ailleurs ça l'est. On va faire un petit panorama des métiers de la data. Qu'est-ce qui a envie de s'y coller pour définir le data scientist, le différencier du data analyst, du machine learning engineer ? Comment est-ce qu'on s'y retrouve parmi toutes ces appellations ? Quelles sont les spécificités des métiers de chacun, de ce que je viens de citer ? Erwan ? Alors du coup, je vais peut-être commencer par la partie plus data ingénieur, qui est pour moi la personne qui va être axée sur la mise en forme des données. Donc comment passer de la donnée brute à de la donnée utilisable, et surtout de la donnée mise en forme pour rentrer dans un format qui est pris en compte par les algos derrière. Donc généralement, à la suite du data engineer, on va retrouver aussi un data analyst qui, lui, va plus être dans l'exploration de données, dans la visualisation de données, et qui va permettre, par exemple, de construire des reporting pour faire sortir tel ou tel KPI, arriver à restituer très facilement cette information. Ensuite vient le data scientist. Donc nous, on est plus sur extraire la valeur de la donnée. Un data scientist, pour moi, c'est quelqu'un qui va plus construire des modèles prédictifs, en quelques mots. Donc vraiment, il va utiliser les données qui ont été peut-être retravaillées par les data ingénieurs, quoique pas tout le temps, dans des petites structures comme les startups, etc. Souvent, le data scientist va faire lui-même le travail de data ingénieur et de data analyst. Mais dans les grands groupes où c'est plus spécialisé, où vraiment on va plus, où chaque personne va aller plus en fond, le data scientist, il va construire des modèles prédictifs et analyser ces données-là et voilà. En fait, on va vraiment essayer là où le data analyst va juste visualiser peut-être un peu plus les données, on va essayer de s'en servir pour comprendre un futur achat client, pour essayer d'anticiper un peu le futur besoin du client. Oui, moi, j'aime bien dire qu'on fait parler les données, parce qu'on a des données qui parfois ne veulent un peu rien dire pour tout le monde, quoi. Et le but, c'est de leur donner un sens et de les faire s'exprimer. Si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais, Ismaël, effectivement, les data scientists font parler les données, mais c'est pas les seuls. Et les data analysts le font aussi dans une certaine mesure, avec toute une composante de visualisation. Pour moi, il y a effectivement une idée de modèle prédictif derrière le travail de data scientist, mais aussi tout un background de statistiques. Si je prends un exemple concret, par exemple, la satisfaction des clients vis-à-vis un produit, on leur pose la question est-ce que vous êtes satisfait ? Je peux avoir 2 résultats qui sont complètement différents d'une semaine à l'autre. Et c'est aussi mon travail de dire si c'est quelque chose qui relève de l'aléatoire ou si c'est bien passé quelque chose et c'est quelque chose de statistiquement significatif.
Et effectivement, on travaille en collaboration étroite avec les data engineers, avec souvent des profils plus métiers qu'on va aider, qu'on va appuyer, qu'il s'agisse des traders pour Eastman ou des clients pour Erwan. Mais de façon générale, on a un métier où la plupart du temps, on reçoit les données, où c'est une équipe back-end qui va gérer toute la mise en forme des données, ou des API auprès desquels on va aller les collecter. Et on a parfois une marge de manœuvre assez réduite dans ce que nous, on obtient. Et c'est plus notre rôle d'exploiter les données comme on nous les donne, ou bien que de les orienter, d'aller les processer et les orienter. Ok, donc vous êtes plus quand même sur la récolte de données et ça a été construit en amont sur... Ah, ça, Eastman, elle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Ça doit dépendre du coup de l'activité et de l'entreprise. Ça dépend totalement de l'activité et je pense que c'est d'autant plus vrai aussi pour Erwan parce qu'il y a un vrai besoin de métier. Il faut parler à ces acteurs-là et ces acteurs-là vont souvent nous mettre dans la voie et nous dire ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin. Oui, clairement, il y a un échange qui est très très fort avec le métier. Oui. Alors pour démarrer, je vous propose qu'on parle de votre quotidien. On va commencer par Erwan. Toi, tu manages une équipe de data scientists, tu es consultant, tu as travaillé en mission pour énormément d'entreprises, une quarantaine, Oui. Le comptier, donc de la Banque Populaire à Eram, Yves Rocher, Orange Lab. À quoi ça ressemble une journée type dans ta vie ? En fait. Du coup, c'est assez varié. C'est vrai que ça fait 5 ans maintenant que je suis chez BD et je suis intervenu pour, je dirais, une quarantaine de clients. Vraiment en allant de l'industrie à la banque, à l'assurance, à la start-up aussi. Donc c'est vraiment assez différent. Mais après, la problématique est quand même assez souvent... la manière de travailler plutôt est assez identique. Où généralement une journée va plutôt commencer par un daily aussi avec comment on va travailler sur la journée et ce qu'on a fait aussi la veille avec est-ce qu'on a eu des points de blocage, est-ce qu'on a des trucs à faire partager à toute l'équipe, donc avec tous les autres collaborateurs qui travaillent avec moi. Et ensuite il y a pas mal d'échanges aussi avec le métier pour présenter les résultats de ce qu'on a fait, pour essayer d'avancer ensemble sur la problématique qui a été définie. Est-ce qu'on peut être très concret ? Si, ça l'est, mais à travers un exemple, alors peut-être qu'il y a des dossiers sensibles en cours dans ce que vous êtes en train de travailler, mais vraiment de partir sur une journée où tu nous dis de façon très claire, telle entreprise, voilà la problématique qui m'est donnée, voilà quelles sont les données que je récupère, et à travers ça, voilà ce que je suis censée livrer. Oui, typiquement, on est en train de travailler en ce moment pour un projet avec Orange où la problématique, c'est de comprendre l'utilisation des utilisateurs d'une application mobile pour une filiale d'Orange. Et là, notre objectif, c'est déjà, dans un premier temps, avant de commencer à refondre l'appli ou à essayer de personnaliser l'offre du client, ça va être de segmenter les clients pour voir déjà est-ce qu'il y a des grandes catégories d'utilisateurs qui se démarquent ou pas. Du coup, le matin, déjà, quand je vais aller travailler avec les équipes, ça va être de se dire, qu'est-ce que tu as fait hier ? Et lui va me dire, par exemple, j'ai créé un indicateur qui me permet de voir le nombre de connexions par mois qui s'est passé pour chacun des utilisateurs. J'ai créé un autre indicateur qui va me dire, il a été 3 fois plus la semaine dernière que la semaine d'avant. Donc il est en train de se fidéliser à l'application. Et on va définir, par exemple, sur la journée d'aller lui faire une segmentation client, d'aller lui faire une analyse de données, qui sont des méthodes de stats qu'on pourra... Je ne sais pas si on en parle tout à l'heure ou pas. Oh, vas-y, je t'en prie. On va se donner comme objectif pour demain de faire ça. Et donc lui, derrière, on va retourner sur les données et on va aller faire du code, on va aller triturer les données, on va aller essayer de faire tourner nos algorithmes pour ressortir sa segmentation client. Et peut-être à la fin de la journée, du coup, on va aller présenter ces résultats-là au métier en disant, nous, on pense qu'il y a 4 catégories d'utilisateurs, une qui est très occasionnelle, une qui est juste pour faire de l'échange entre particuliers, et une autre catégorie qui est comme ça. Et eux vont nous dire si déjà, est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'ils pensent de l'appli, ou alors est-ce que on fait fausse route, est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, est-ce qu'ils sont en train de le découvrir. Et eux ne connaissaient pas du tout ce comportement-là chez leurs clients. Toi, Alexandre, dans ton quotidien, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le cas pour tout le monde, il y a de la data analysis, de la data science, du machine learning, il y a du management,
Je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes? Moi, j'ai peut-être moins de machine learning et une petite composante de data engineering aussi. Tu veux bien nous inviter dans une journée type chez Dream? De façon générale, en fait, on bosse en méthode agile, entre guillemets. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des sprints, au cours desquels on définit un ensemble de tâches qu'on se donne pour objectif de finir au cours de cette semaine. Et à partir du moment où j'ai ces tâches, où j'ai ma to-do list, je la déroule. Et donc, c'est juste un mélange de tâches où je vais coder quelque chose. Par exemple, là, j'ai passé ma dernière semaine à faire un outil pour collecter des profils de personnes sur LinkedIn pour pouvoir après, derrière, aller les contacter avec des propositions commerciales. Donc, un mélange de tâches où ça va être juste du code, de choses qui vont être plus de la maintenance et de la technique, parce que j'ai aussi chez Dream un rôle de garant, de responsable de la qualité des données. Typiquement, on a un ensemble de données qui arrivent de la base de production, donc c'est les données des clients. Ça va être des données de nuit de sommeil. Ça relève de la bonne pratique de ne pas faire d'analyse directement sur ces données-là, parce que si on faisait sur ces données-là, ça impacterait potentiellement les clients. Donc on a une copie de cette base de données qu'on va analyser et qui se fait quotidiennement, et un ensemble de scripts, donc de briques de code, qui vont tourner dessus pour nous apporter davantage d'informations. Et typiquement, une des choses dont je suis responsable, c'est une table de la base de données qui va dire chaque jour, pour chaque personne, à combien de jours d'utilisation ils sont et combien de nuits ils ont fait depuis le début de leur parcours client. Et c'est des volumes de données qui sont assez monstrueux, assez difficiles à exploiter. Et donc maintenir ça fait aussi partie de mon rôle, quoi. En fait, juste pour revenir, comme le disait tout à l'heure Ismaël, c'est vrai que suivant la taille de la boîte, le poste de, par exemple, data analyst, data engineer et data scientist peuvent être en une seule et même personne. Oui, c'est ça. Généralement, on dit que, je sais pas, pour mettre en place un algo, ça va être 80% ou 70% de manipulation de données, 20% de maths, je vais tester mon algo, je vais essayer de trouver les paramètres à optimiser, et 10% de rest it. Suivant la taille de l'entreprise. Je pense que dans un groupe comme TF1, où ça, il y a beaucoup d'employés, c'est peut-être plus segmenté. Sur une boîte comme Dreams, où il y a peut-être, je sais pas, vous êtes combien ? On est 60, 65. Voilà. C'est peut-être plus mélangé, quoi. Oui. Où on va avoir tendance à toucher un peu à tout. C'est ça. Moi-même, par exemple, dans pas mal de missions, j'ai commencé par ce rôle peut-être un peu plus data ingénieur. Et de fur et à mesure, pour finir plus sur la partie data science, quoi. Un peu aussi suivant les affinités de chacun. Est-ce que je préfère la technique ? Est-ce que je préfère les maths ? Est-ce que je préfère peut-être me spécialiser dans la visualisation de données ? Ça dépend aussi de l'expertise de la boîte et de son secteur. Certaines boîtes vont vendre un produit qui est du machine learning ou de la data science. Je sais pas, des boîtes qui font du Netflix typiquement, avec un système de recommandations. Là, la data fait partie intégrante de leur business, alors que d'autres groupes vont plus utiliser la data comme non pas une fin en soi, mais un moyen. C'est-à-dire qu'on a toute cette donnée-là qu'on a collectée, mais presque malgré nous, et comment est-ce qu'on peut la valoriser au lieu d'être dans une optique où on veut faire ce produit-là, donc on a besoin de cette donnée, et donc on la récupère comme ça. C'est vrai que l'exemple le plus visible, c'est peut-être ça, c'est peut-être les plateformes comme Netflix, Spotify, enfin, ce qu'ils mettent en avant directement via des algorithmes. Enfin, c'est une façon très concrète d'expliquer votre métier, non ? À travers Ismaël ? Alors oui, je sais que Netflix, par exemple, ils vont être très très pointueux dans leur processus de recrutement parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des ingénieurs spécialisés dans les systèmes de recommandation. Donc des gens qui ont fait du machine learning, mais spécifiquement des systèmes de recommandation et qui ont fait que ça. Et effectivement, c'est la partie la plus visible de l'iceberg et on voit plus facilement ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelles étaient tes missions pour le groupe TF1 ? Je crois que tu te lances aussi en freelance. Oui. Alors, moi, le matin, la première chose que je fais, c'est vraiment faire un peu de la veille technologique. Donc, je regarde rapidement les nouveautés. Donc, je suis abonnée à plusieurs
plusieurs magazines de Big Data. Donc, lesquels Insight Big Data. Après, je suis aussi des influenceurs. Enfin, c'est pas vraiment des influenceurs, mais sur Quora. Il y a des data scientists très très connus, donc c'est comme ceux qui ont créé H2O.ai, etc. Donc je les suis sur Quora. Ils répondent souvent très très pertinemment à certaines questions. Ils présentent de nouveaux produits, de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons de faire, etc. Et notre métier, et je pense que Erwan et Alexandre seront d'accord, mais est vraiment en expansion et il faut être tout le temps à jour, et il faut tout le temps apprendre, se renseigner, parce que sinon on est vite à la ramasse. Et donc après avoir fait un peu de veille techno, je regarde les fameux indicateurs clés performance de mes comptes, donc des campagnes publicitaires. Je regarde quels comptes ont moins bien marché, pourquoi. Donc on a des dashboards donc qui sont faits. Donc c'est moi qui les fais, donc c'est du petit code, donc une petite programmation, et derrière on a des graphiques très sympas qui nous permettent de comprendre, de voir plus facilement si c'est bien, si c'est moins bien. Donc c'est des algorithmes qu'on présente aux clients qui doivent être donc vulgarisés au possible, très simples, avec de jolies couleurs, etc. Et on vous remercie pour ça. Ouais, c'est un plaisir. Et une fois que c'est mis en place, que c'est un peu OK, là, pareil, on travaille en mode agile comme Alexandre. Donc, on va faire des mêlées quotidiennes où les autres membres de l'équipe technique, on va se réunir, on va expliquer ce qu'on a fait la veille, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si on a besoin de se voir pour faire des points, etc. Et ce qu'on va faire, le programme de la journée. Donc ensuite, je défile, je regarde mes tâches, donc ce qui a été prévu de faire. Si je dois avancer sur un algo, si je dois faire une analyse particulière pour un trader, etc. Donc ça peut être variable. Mais souvent, 80-75% de mon temps, c'est vraiment du code. Et donc, freelance maintenant ? Oui, t'es entre deux ou alors maintenant freelance, donc je suis à l'écoute du marché. Je cherche de nouvelles missions. Et moi, il y a un côté où j'adore être autonome, donc créer des choses de A à Z. Et c'est vrai que quand on est freelance, on a beaucoup plus d'indépendance, on a beaucoup plus la main sur notre projet, et c'est ce qui m'a attirée dans ce projet-là. Et il y a beaucoup de freelance dans votre métier ? C'est quelque chose de facile, de courant ? Assez, oui, parce que souvent, il y a des besoins très ponctuels. On a besoin de créer un algo, pas forcément de le maintenir il n'y a pas beaucoup de maintenance, etc. Il faut juste créer un algo, un système de recommandation, etc. pour un site web, par exemple. Et du coup, ça peut être des missions très courtes. Parfois, il y a des gros clients qui vont demander, souvent les clients bancaires, qui vont demander de l'aide pour les accompagner. Donc, ils ont internalisé déjà le projet, mais ils ont besoin de renforts. Donc ça peut être variable. Et toi, Erwan, du coup, tu es en agence, en entreprise de services du numérique. En quoi est-ce que du coup, ton quotidien il est différent du leur ? Après, ça se rapproche beaucoup de leur quotidien sur chacune des missions. Après, je pense là où moi c'est différent, c'est que je vais enchaîner plusieurs missions de taille à chaque fois différentes. Ça peut être la mission de une semaine, de un jour, à la mission de 2 ans, quoi, par exemple. Et c'est aussi ce que j'aime dans mon métier, c'est que en fait, à chaque fois qu'on va commencer une nouvelle mission, on va avoir une phase de montée en compétences. Je sais pas, où je vais commencer à travailler pour le groupe Renault, par exemple, où je vais vraiment découvrir un nouveau métier, un nouveau process, plein de nouveaux cas d'usage aussi. Je vais parler avec des métiers à qui je n'ai jamais parlé. Toute cette phase de découverte et tout, c'est vraiment ce qui m'attire dans le métier du conseil. Toi, tu l'as en permanence, en fait, ce challenge à chaque fois de devoir appréhender, découvrir des nouveaux métiers, un nouveau domaine. En fait, quand on est en cabinet, on est sans cesse confronté et on jongle en permanence entre plein de choses très différentes, quoi. C'est ça, ouais. Après, il y a vraiment des missions plus longues si on veut. Mais c'est vrai que surtout en ayant commencé ma carrière dedans. Au début, j'avais envie de découvrir plein d'entreprises différentes, plein de problématiques différentes. Et sur ça, les cabinets de conseil sont vraiment le mieux pour ça. Parce qu'on a la sécurité de l'emploi d'être en CDI avec sa boîte, d'être quand même encadré via des managers, via d'autres personnes. Et de pouvoir passer d'une mission, je sais pas, Yves Rocher, où je faisais des recommandations sur le maquillage. En moyenne, t'as combien de clients en même temps ? En moyenne, je dois avoir 4 clients, je pense. Après, il y en a certains pour lesquels je travaille beaucoup plus. D'autres, certains clients, par exemple, je travaille avec eux depuis 3-4 ans, où c'est que sur certains besoins où je réinterviens. Pour faire de la data science, il faut pas mal de connaissances tech. Qu'est-ce que vous maîtrisez ? Qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser ? Ismaël ? Je dirais indispensablement un langage de programmation comme Python.
R, je pense que vraiment pour la data analyse, ok, mais pour la data science, c'est compliqué parce qu'on peut pas mettre en production. Je sais même pas si c'est possible techniquement de mettre en production des modèles faits avec R. C'est possible ? Oui, ouais, suivant ta plateforme derrière ou suivant ton outil d'industrialisation. Après, ce cas-là, un peu plus pour ceux qui viennent d'un monde un peu plus tech, qui ont fait du Java avant et qui ont un profil moins maths, mais plus développeur, disons. Ensuite, il y a des technos comme AWS, Hadoop, qui sont de plus en plus demandés, donc avec tout l'environnement Hadoop, Oozie, Pig, Hive, etc. Donc ça devient des indispensables. Est-ce qu'elle en a oublié ou est-ce que tout le monde est d'accord avec Ismaël ? J'en ai laissé plein de côté. C'est une liste énorme. Ensuite, il y a des plateformes qui sont aujourd'hui permettent de faciliter toute l'industrialisation chez les clients, type du DataIQ, type du CNAIM, qui cette fois demandent moins de compétences de programmation, sont plus des plateformes qui permettent de simplement faire du paramétrage à la main, plus du clic-bouton, comme on les appelle. Alexandre ? Après, il y a aussi d'autres compétences peut-être un peu plus annexes, mais être capable de faire des queries dans des bases de données SQL, c'est souvent aussi important et bienvenu. Des compétences un peu basiques que beaucoup de devs ont, mais savoir utiliser un terminal, savoir comment fonctionnent des outils comme Kubernetes, être capable de lancer des scripts à distance sur un cluster, ce genre de choses, plus des compétences de dev ou d'architecture dont on peut difficilement se passer quand on est dans un milieu comme la data science où tout est encore souvent peu structuré et assez bordélique, et où il faut qu'on comprenne le langage de plein d'acteurs différents qui interviennent en amont de nous dans la chaîne de valorisation des données, au niveau de la collecte, ou même en aval quand il s'agit plus de restituer le travail qu'on a fait à des acteurs métiers. C'est un secteur et même un métier qui est assez nouveau. On en parlait tout à l'heure avec Ismaël. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut au quotidien se réinformer, se reformer, actualiser ses compétences. Est-ce que vous devez suivre d'autres formations en même temps que vous continuez à exercer ? Erwan ? Moi, je pense que la première qualité aussi d'un data scientist, c'est d'être curieux et justement d'aimer fouiller dans les données, mais aussi d'aimer se mettre à jour, de tout le temps se refaire challenger. Et ouais, clairement, si on continue pas à se reformer aux nouveaux outils, aux nouvelles techno et tout, en fait, on voit qu'il y a 5 ans, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, quoi. Et dans 5 ans, il sera encore différent que ce qu'il est aujourd'hui. Donc si on continue pas à se former, on va être vite dépassé aussi peut-être par les nouvelles générations qui vont arriver derrière nous. Ça se compte en mois ou en années ? À partir de quel moment, si on lâche le truc, on est daté ? En mois, c'est peut-être un peu sévère quand même. En année, c'est... On va pas aussi vite que ça. Non, ça va. On peut prendre 3 semaines de vacances et ne pas être largué. Ok. On est rassurés, merci. J'aimerais qu'on revienne sur vos parcours. Comment vous avez choisi la data ? Pourquoi ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, justement, sur un métier qui est assez nouveau ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dater ? Ismaël ? Aux États-Unis ou en Europe ? Parce qu'on on a toujours du retard. Je dirais 2012, le boom Big Data. Oui, c'est hyper récent. C'est récent, ouais. C'est vraiment récent. Et encore, les premiers data scientists, je ne sais pas s'ils ont existé. Après, par les souvent des premières méthodes de stats et le terme de data mining est un peu plus ancien. Oui. Et c'est vrai que par contre, c'est l'avènement du big data a propulsé un peu la data science devant, parce que tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup de données. Typiquement des boîtes comme des Google, des Facebook ou des choses comme ça ont des tonnes d'informations et ils se sont retrouvés avec des problématiques on n'arrive plus à interpréter ces données-là et on a besoin de faire appel à ces compétences stat, data mining avant, data science un peu aujourd'hui pour nous aider à résumer cette information, quoi. Mais finalement, vous êtes sortis d'école à peu près en même temps que l'émergence de ce métier-là, plus ou moins. Oui. Ouais, Alors moi, j'étais pas du tout dans ce secteur-là. Moi, je faisais des études de finance. J'étais persuadée de vouloir être trader, etc. Donc, j'étais vraiment loin du compte. Et un cours, c'était une option. Et j'avais un prof qui était data scientist, en fait, qui travaillait pour un institut médical où, en fait, il aidait des médecins à créer un algorithme pour détecter les cancers, donc à partir de radio. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est incroyable de pouvoir faire ça avec des données, de construire ses propres algorithmes et de donner un sens comme ça à sa vie. Et du coup, moi, j'avais
Et à l'époque, en parallèle avec mes études, j'avais lancé une boîte avec des copains où en fait on prenait des missions en freelance de data science. Donc moi, clairement, j'ai commencé à apprendre sur le tas le code, donc sur des sites comme Open Classrooms du coup, et donc vraiment apprendre à coder là-dessus, et parce que dans ma formation, on n'en faisait pas du tout. Et c'est venu au fur et à mesure des missions qu'on prenait, et puis il y a de l'expérience qui se crée, et puis une fois que j'ai été diplômée, j'ai travaillé là-dedans à plein temps. D'accord, donc t'as pas suivi de formation à proprement parler Non. là-dessus? Non, c'était une option, mais c'était vraiment pas une formation à part entière. Et toi, Alexandre? Moi, de base aussi, j'ai un background un peu original pour le métier. J'ai fait une école de commerce de base. J'ai fait mon premier stage dans la data quand j'étais en L3, si je dis pas de conneries. Et c'était à l'époque une agence de marketing digital qui s'appelle 55, qui était très centrée sur les données et la collecte de données. Et derrière, j'ai fait 2 stages. J'ai fait 6 mois aux Galeries Lafayette, à la transformation, 6 mois chez Clitéo, du coup, en account stratégiste, pour prendre un peu la température et savoir si j'avais envie de m'orienter dans un secteur comme la data, en faisant le choix en connaissance de cause, en ayant vu aussi d'autres choses. Et je me suis dit que oui, et du coup j'ai fait un double diplôme avec une école d'ingénieur. Et j'ai fait mon premier stage en data science chez Dream. Et moi je pense que l'essentiel de ce que j'ai appris en data science, c'est pas tant en cours que sur le métier, à rencontrer une problématique donnée, à partir du principe qu'il y a une solution et à la chercher en allant sur Google, en allant sur Stack Overflow, comme n'importe quel développeur. Donc vous êtes tous en train de m'expliquer que vous avez appris sur le terrain, que vous êtes des warriors, vous êtes juste très combatifs, et vous y allez, vous allez chercher vos réponses, quoi. Sur le coup, je pense qu'il faut quand même avoir un gros bagage stats et maths, Oui. quand même, où Ismaël était quand même en études de trading, donc je pense que ce côté maths et stats, tu l'avais déjà Oui, aussi. je suis d'accord. Toi, Je via ton pense école que sans d'ingénieur, ça, tu l'avais aussi. c'est vraiment... Enfin, je pense pas que ce soit possible, clairement, Ouais, c'est ça. si on n'a pas un bagage solide en maths et en stats. Ouais. Toi, Erwan, tu nous as pas expliqué comment est-ce que tu as choisi cette voie? Moi, sorti de bac, j'aimais bien ça, l'informatique et les maths. Et du coup, je suis tombé un peu par hasard Bingo. sur un DUT qui s'appelle le DUT Statistique Informatique Décisionnelle. Après, je suis passé en licence pro, toujours statistique, mais orienté décisionnel et marketing, pour avoir ce côté métier aussi que j'aimais bien, avec ces cas d'usage métier, et mettre en application les algos, quoi. Comme Ismaël le disait tout à l'heure, typiquement réussir à, détecter un cancer sur une photo, je trouve ça ouf. À la suite de la licence pro, je suis parti en master de statistique pour l'entreprise à Rennes 2. Vraiment plus axé du coup sur la partie théorique, que j'avais un petit peu moins sur le DUT et sur la licence pro, parce que j'avais envie de justement mieux comprendre tous ces algos derrière et être à l'aise sur la partie théorie, quoi. Ce podcast, c'est l'occasion de nous dire ce que vous aimez et ce qui vous déplaît un peu plus dans votre métier. Commençons par les points positifs. Qu'est-ce qui vous anime particulièrement dans votre métier, dans votre quotidien? Ce qui fait que vous êtes très heureux de vous lever chaque matin. Vous avez l'air d'être 3 passionnés. Je suis sûre que vous avez plein de choses à me raconter. Résoudre des problèmes. Moi, c'est trouver des solutions. Vraiment, je trouve ça génial quand on a un problème, un point qui bloque plusieurs équipes, métiers, etc. Et d'arriver à trouver une solution, à leur proposer un outil qui va les débloquer, qui va faciliter leur travail au quotidien. Je trouve qu'on se sent utile. Le challenge pour Ismaël. Alexandre? Un peu pareil, le challenge, mais aussi le fait d'avoir un impact. Pour ma boîte, moi, dans ce à quoi je participe, c'est plus montrer que oui, on est capable de soigner l'insomnie. Et c'est hyper gratifiant d'être la personne qui va mesurer ça, aider les gens au quotidien, qu'il s'agisse des clients à la fin ou des acteurs de la boîte en interne, parce qu'on rend aussi leur métier plus facile. Que ça devienne très concret, donc, et que tu aies un truc palpable sur les résultats de tes analyses. Et toi, Erwan? Moi, c'est trouver un peu l'information cachée derrière les données, ou arriver à se dire que cette personne-là, j'ai réussi à lui recommander le produit, alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce produit-là, ou elle ne pensait même pas l'acheter ce matin. Te dire, via les maths... T'aimes bien le consommateur, toi, t'aimes bien... Non, mais via les maths, se dire, j'ai réussi à trouver ce qui va lui parler, et au final... Bon, je suis peut-être un peu long en lui disant que je rends service, mais au moins je lui mets pas de l'information qui va lui servir à rien, et d'arriver à lui faire gagner un peu de temps, quoi.
Vous avez 3 profils différents, hein. Les objectifs sont pas tout à fait les Oui. mêmes, c'est rigolo. Parlons maintenant des inconvénients au quotidien de votre métier. Qu'est-ce qu'il y aurait à souligner? On met en alerte les personnes qui écouteraient ce podcast. Qu'est-ce qui est plus compliqué dans votre métier, Erwan? Je sais pas si c'est inconvénient, mais il faut juste être conscient que on a quand même beaucoup de notre métier qui est de faire du script et de faire de l'informatique, quoi. C'est quelque chose, je sais pas si c'est un inconvénient, pour moi ça l'est pas, mais quand on va dans cette filière-là, faut pas penser qu'on va faire des maths sur le papier ou qu'on va faire des démonstrations, par exemple. C'est partie des prérequis, mais je dirais vraiment que 80% de notre temps, c'est d'être devant un écran, à coder, à fouiller les données et à essayer de trouver de l'information. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Erwan. Et peut-être que souvent, enfin moi personnellement, je me rendais pas vraiment compte avant qu'il y a beaucoup de code et il faut pas rechigner à mettre les mains sous le capot et à descendre très très bas, quoi. Enfin un très bas niveau, ça va très loin, quoi. Et il faut vraiment pas avoir peur de le faire. Après, souvent, moi, on est seul parfois devant un problème. Et il faut vraiment être créatif, être hyper imaginatif pour essayer de trouver des solutions à certains problèmes. Et il faut pas rester coincé. Il faut un peu avoir confiance en soi, je pense. Et il faut pas se dire non, ce problème-là, il est insolvable. Donc, Et parfois, du coup, tu te sens peut-être un petit peu seule face à ces problèmes? oui, souvent. Surtout que je suis la lead data scientist, donc je suis vraiment la responsable du truc. Et quand il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution, c'est juste qu'elle est cachée. Et il faut bien la chercher. Parfois, il faut la chercher très longtemps et très loin. Et il ne faut jamais baisser les bras. Oui, mais après, j'imagine la satisfaction quand enfin tu trouves la Ouais. solution. Alors là, Clairement. ça doit être Clairement. feu d'artifice. Et toi, Alexandre? Moi, peut-être plus le fait de devoir toujours être très pédagogue, passer énormément de temps en fait à expliquer ce que j'ai obtenu et pourquoi c'est important et comment. C'est aussi d'une certaine façon la solitude face à un problème, parce que sur une question en apparence bête et banale qu'on va me poser, il y a 3 biais statistiques et 5 tables à construire et plusieurs heures de travail à faire pour pouvoir avoir une réponse qui soit propre, concrète et fiable. Et c'est du travail dont seul moi aurais conscience dans la boîte, moi et mon équipe. Tu te sens parfois un peu incompris. Par rapport aux objectifs qu'on te donne, tu te dis que c'est pas assez considéré la charge de travail qui peut y avoir derrière. Pas nécessairement inconsidéré, mais parfois incompris. Ouais. Après, je trouve que ça fait vraiment partie de notre métier aussi d'arriver à expliquer ça assez simplement. C'est ce qui est dur à expliquer à un métier, de se dire que, je sais pas, quand je dis que ce client-là a 99% de chance d'acheter ce produit, par exemple, ce 99%, il sort pas de n'importe quoi. Il sort d'un résultat, d'un calcul mathématique. Et quand je dis que 99%, c'est je suis sûr de moi à ce point-là, quoi. On est C'est si pas, prévisible c'est que pas ça? quelque chose. Parfois oui. Ça dépend Parfois pourquoi. Ouais, non, sur mais certains trucs. ça arrive, ouais. Data scientist, c'est très demandé en entreprise, dans tous les secteurs, toutes les tailles, à Paris, en province. Ça y est, c'est un métier très demandé, très recherché. De plus en plus, je dirais. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. C'est vrai qu'au départ, on voyait plus ce genre de poste dans des grosses structures, avec des boîtes de plusieurs milliers de personnes. Et en fait, plus ça va, plus aussi c'est en train d'arriver sur des plus petites structures, sur des startups, sur des PME ou sur des choses comme ça. Parce qu'ils se rendent compte que, comme on le dit souvent, la donnée, c'est l'or noir du XXe siècle aussi, quoi. Donc, si on n'arrive pas à exploiter cette donnée, on va perdre l'avantage face à la concurrence. Et il y a une sorte de prise de conscience collective qui est en train de se faire. Vous avez quel âge en moyenne? Moi, j'ai 26 ans. 27. 28. Et vous n'avez pas de supérieur, je veux dire, vous êtes les premières générations sur ce secteur. Vous n'avez pas le mentor qui a 10 ans, 20 ans de plus que vous, et vous êtes leader un peu sur ce secteur-là, finalement. Ça dépend. J'ai eu un manager qui Qui avait 29 ans. Non, qui avait plus 33 ans. Ouais, mais ça va pas bien au-delà, quoi. Mais c'est déjà suffisant, parce que 5 ans d'avance, en fait, c'est énorme. Ouais.
dans le secteur. Alors moi j'avais un prof de data science qui le fameux professeur qui faisait des recherches pour le cancer. En fait lui il avait peut-être la cinquantaine à l'époque, mais lui il avait un background informatique et il s'est formé sur le tas. Il a pris des cours du soir en mathématiques et en probabilité pour pouvoir justement devenir data scientist. Mais c'est vrai que c'est pas la norme non plus. Ismène, toi tu es à Marseille ? Oui. Erwan, tu es à Nantes. Vous confirmez donc que c'est un métier qu'on peut exercer un peu partout en France ? Moi, je pense de plus en plus. Il y a un moment, c'était très localisé à Paris. Et c'est aussi en train d'arriver sur les régions, dans les entreprises. En fait, comme c'est en train d'arriver sur des plus petites entreprises aussi, forcément, c'est en train de se déployer partout en France. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on peut exercer un peu partout dans des grandes villes et bientôt peut-être pas que. Ça peut aussi se faire à distance plutôt bien. Donc c'est un métier qui se fait très bien en télétravail, notamment, et avec les nouvelles formes d'organisation qui émergent aussi. Oui, ça se décentralise beaucoup, je pense. Alors, côté salaire, ça donne quoi ? Combien est-ce qu'on gagne quand on est data scientist en début de carrière ? Comment ça évolue ? Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre Paris et les autres villes ? Alors, moi, je suis entre 60 et 65 000 bruts, sachant que j'ai à peu près 4 ans d'expérience. J'ai commencé à 45 000 bruts sur Paris. Il y a combien de temps ? Il y a 4 ans. D'accord. Toi, Alexandre ? Moi, j'ai commencé à 43 000 bruts sur Paris aussi. Et là, je suis plus autour de 50. D'accord. Et Erwan ? Sortie d'école, plus entre les 30 et 35, c'est la région nantaise. Je suis pas passé par Paris, je suis directement allé à Nantes. Donc il y a une différence en début de carrière, ouais. Et après, avec une augmentation suivant les profits qui est assez variable. Aujourd'hui, je suis plus entre les 40 et 50. D'accord. Donc ça double presque en très peu de temps finalement. Les salaires augmentent vite avec l'expérience. Parce qu'on est des ressources rares. Oui, les profils avec 4-5 ans d'expérience, ils sont plus rares, donc plus recherchés et forcément... C'est génial d'être au début de quelque chose comme ça. Je trouve ça hyper excitant. Il n'y a pas énormément de métiers où on arrive et tout est à créer. On sait que c'est que le début. Et du coup, qu'on devient complètement indispensable à la société, aux entreprises. C'est quand même super excitant. Mais vous avez l'air d'être très excité aussi. Après, il y a plein de théories qui disent que bientôt les data scientists, d'ici 10-15 ans, seront remplacés par de l'auto-machine learning. Ah vous allez tout nous automatiser et puis vous allez... Puis on va se remplacer nous-mêmes, quoi. C'est possible ? Il y a encore un peu le temps, je pense. Oui, 10-15 ans. Normalement, selon Allez, précise, Ismène. Dans 10-15 ans, vous êtes au chomage. Ça existe déjà, l'auto-machine learning. Il y a plein d'outils qui existent déjà. Mais c'est pas assez pointu, disons. Et pour l'instant, l'homme ou la femme reste nécessaire. C'est quoi les évolutions de carrière possibles pour vous ? Est-ce que vous avez des perspectives ? Est-ce qu'il y a des passerelles vers d'autres métiers ? Quelles sont vos envies, vos ambitions ? Erwan ? En fait, comme on est assez touche à tout, c'est assez facile de se réorienter vers plus le côté data ingénieur, data analyst, où on a une vision qui est assez bonne généralement de la data. Donc on va pouvoir, je sais pas si un jour par exemple on a marre de ce côté un peu stat ou un peu trop data science, pouvoir aller plus sur des technos data ingénieur, data analyst. Et comme on a quand même un côté métier qui est intéressant, aussi le côté marketing par exemple. Moi chez un client, j'avais rencontré un directeur marketing qui était très axé data science avant, plus stat. Mais comme il était très intéressé par ce côté cas d'usage et implication métier, il n'est pas de mal à passer aussi sur ça. Et après, je sais pas, nous, je sais qu'il y en a pas mal qui vont finir aussi sur l'aspect management, qui est aussi un peu forcé quand peut-être on évolue ou si on est intéressé par encadrer des plus juniors ou ce côté management, c'est possible aussi. Ouais. D'ailleurs, tu t'interviens dans des écoles à Nantes, il me semble. Ouais, en fait, j'interviens partout. Je suis passé en formation, j'interviens en DUT à Vannes, j'interviens en master à Rennes, j'interviens dans pas mal de masters aussi sur Nantes. Après, c'est le métier de conseil aussi qui fait que intervenir dans une école, en fait, c'est comme intervenir chez un client pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est d'être challengé aussi sur l'aspect théorie pure, ou entre comprendre quelque chose et l'expliquer
un groupe d'étudiants. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et j'ai pas mal appris en donnant des cours, surtout sur l'aspect théorique, où quand on est étudiant, bon, j'apprends par cœur, et même si je comprends pas, c'est pas très grave. Alors que quand on doit l'expliquer à 30 personnes ou 60 personnes sur des promos un peu plus grosses, on se force un peu à devoir bien comprendre parce qu'on a envie de bien l'expliquer derrière, quoi. Et toi, tu vois d'autres perspectives d'évolution? Qu'est-ce qui te ferait rêver? Alors moi j'ai un esprit très entrepreneurial, donc à terme j'aimerais bien lancer ma boîte dans la publicité. Moi, j'ai évolué il y a pas longtemps, je passais manager, donc je suis encore bien avec mon évolution et je pense pas à autre chose, mais en fait, où on peut évoluer en prenant de plus en plus de responsabilités d'un point de vue managérial, où on peut gagner en ampleur, on va dire, horizontale, donc être plus responsable de projets en interne, gérer tel ou tel sujet un peu plus transversal et avoir un rôle de collaborateur plus important. Est-ce que grâce à vos compétences et à votre métier, on en a déjà un petit peu parlé, mais vous avez des activités en dehors de votre travail où vous pouvez mettre à profit vos connaissances et votre métier? Est-ce que vous arrivez à l'exploiter pour des choses de la vie quotidienne ou d'autres activités ou des passe-temps? Il y a des compétitions de data scientist, c'est sur un site Kaggle, et du coup moi c'est vrai que j'aime bien en faire parfois. Donc c'est des compétitions où il y a des data scientists du monde entier, donc il y a des problématiques qui sont proposées par des entreprises, il y a des données qui sont fournies, et en fait on va faire des petits modèles prédictifs et on va un peu comparer son score aux autres, et donc voilà. Mais après c'est hyper compliqué d'arriver dans le top 3, dans le top 10, etc. C'est hyper pointu. Souvent, les gagnants, ce sont ceux qui vont utiliser des super grosses machines derrière pour faire tourner des très très gros algorithmes. Mais après, c'est vrai que c'est fun de tester plein de secteurs différents. Et puis voilà. Ça s'appelle comment? Kaggle. J'utilise beaucoup pour mes cours, ouais. Il y a plein de jeux de données, s'il y en a qui sont intéressés par ça. Et par moment, il y a des concours qui sont à plusieurs millions de dollars quand même, sur celui qui arrive à trouver le meilleur modèle. Ouais. Donc ça a l'avantage de pouvoir se former sur des vraies données. Et en plus, si on est vraiment hyper bon, de devenir millionnaire juste par ses capacités. Et après, vous allez regarder le résultat de celui qui a gagné et voir à quel point il a pensé à un truc complètement extraordinaire? Alors oui, ça arrive que le gagnant mette souvent non, parce que l'entreprise du coup elle récupère l'algorithme. Mais parfois quand il n'y a pas de gros chèques à la clé ou que c'est une association, etc., on peut retrouver les algorithmes et apprendre plein de choses parce qu'il y a des nouvelles techniques et tout qui sont utilisées. Donc oui, c'est très très instructif. Est-ce qu'il y a des projets dont vous êtes particulièrement fiers? Peut-être un projet chacun dont vous aimeriez nous parler? L'année dernière, pour se former à tout ce qui est de reconnaissance d'image, on s'est lancé dans un petit projet de construction de voitures autonomes, un peu en Lego, avec on met une petite caméra et à partir de la caméra, on essaye de reconnaître des objets, on essaye de lui faire suivre un petit circuit. Et c'est vrai que c'est un projet où l'électronique comme ça... Enfin, le problème peut-être qu'on a dans nos métiers, c'est que des fois, on manque de cas concrets, ou même si je te pousse à la consommation sur du cosmétique, on a du mal à se dire c'est moi qui l'ai fait. Alors que là, de faire une petite voiture connectée, c'est marrant, et de l'amener avec sur les salons, de voir les gens jouer avec, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a vraiment l'aspect, moi, enseignement où il y a certains étudiants que je suis par exemple depuis 5 ans, et quand tu vois ces étudiants avoir leur master au bout de 5 ans et tu sais que tu les as eu en DUT, en licence, en master, tu as une petite fierté personnelle peut-être qui arrive en disant c'est pas que grâce à moi, mais j'ai peut-être mis un petit grain de sel sur ça. Alors est-ce qu'il y a des projets que vous avez avec toutes les compétences que vous avez accumulées qui vous permettent de diversifier votre activité? Non, c'est pas vraiment des projets, mais c'est l'animation d'une communauté data science sur Nantes, où je sais pas si vous connaissez les plateformes Meetup du coup, mais qui permet un peu entre passionnés de se réunir et de faire un retour d'expérience sur tel ou tel projet ou sur tel ou tel techno, sur le nouvel algorithme. Et on anime une communauté Meetup data science sur Nantes. Il y en a beaucoup des communautés comme celle-ci? Oui, énormément. En fait, c'est un côté où aussi, comme on en parlait, on n'a pas toujours des managers, des gens plus haut placés que nous pour avoir la bonne réponse aux problèmes techniques qu'on rencontre. Et ce qui s'y substitue, c'est pas mal beaucoup d'apprentissage par les pairs dans ce type de communauté et de recherche Google.
Le challenge du début à la fin de cette Ouais. interview. Le data scientist aime le challenge. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de data scientist. Merci à Alexandre Chouraki, Erwan Joss et Ismaël Katoum d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir data scientist, sachez que cette formation diplômante à Bac+5 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle est d'ailleurs en partenariat avec Centrale Supélec, une école renommée pour ses formations dans le domaine. Elle se fait en ligne en 9 mois ou alors en 18 mois si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation.